tous et bienvenue dans ce webinaire en français sur le format PDF, un outil essentiel pour la transformation numérique. Aujourd'hui, donc dans un premier temps, nous allons voir que certaines fonctionnalités du format PDF sont assez méconnues et qu'il ne s'agit pas d'un format fixe ou figé, bien au contraire. Ensuite, je vous décrirai brièvement nos différentes solutions et enfin nous pourrons passer à vos questions. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire directement dans le chat. Et nous avons choisi de préenregistrer la présentation afin de pouvoir nous concentrer sur vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Pour répondre à vos questions techniques aujourd'hui, j'ai invité Loïc Carrère, notre CTO. Il est spécialisé dans l'analyse de documents complexes, notamment la reconnaissance de caractères et d'éléments et l'hypercompression, deux enjeux majeurs du secteur de l'imagerie documentaire et du PDF. Quant à moi, j'ai rejoint Orpalis en 2009 et je m'occupe de la partie communication de la société et de nos nombreux produits. Je fais aussi partie du conseil d'administration de la PDF Association qui organise cette série de webinaires ainsi que de nombreux événements internationaux autour du PDF. Je pense que nous pouvons dire avec un certain degré de certitude que tout le monde ou presque a ouvert un fichier PDF une fois dans sa vie. Si on fait une recherche sur Google Trends, on peut voir que le terme de recherche PDF est très populaire et même de plus en plus souvent recherché. À titre de comparaison, j'ai rajouté 4 autres formats ou assimilés. Donc l'extension doc du format Word de Microsoft, le HTML, le format EPUB et le GIF. Donc pourquoi cette comparaison ? Parce qu'on oppose souvent le PDF au HTML, le PDF ne serait pas pratique à lire sur un écran, contrairement au HTML, et on peut voir régulièrement des débats pour favoriser l'un ou l'autre. Sauf qu'il n'y a pas réellement de débat puisque chacun a été développé dans un but bien spécifique et ne s'oppose pas. Donc tout comme le Word ne s'oppose pas au PDF, ce sont simplement des expériences différentes. J'ai rajouté le format EPUB parce que c'est celui qui se rapproche le plus du PDF puisqu'il s'agit d'un format ouvert et standardisé, mais pour les livres numériques uniquement. Et enfin, à titre d'anecdote, j'ai mentionné le GIF, puisque c'est l'un des formats les plus populaires du moment, notamment avec sa présence sur les réseaux sociaux. Donc en théorie, nous avons déjà tous les outils pour remplacer le papier. Des normes existent pour la numérisation, nous sommes nombreux à utiliser la signature électronique, l'ensemble de la facturation est progressivement dématérialisé. En pratique, c'est autre chose, puisque les entreprises gèrent majoritairement des flux mixtes, numérique et papier, ce qui complexifie encore les choses pour l'application des régulations sur les données personnelles, notamment comme le RGPD. Donc dans ce contexte, comment est-ce que l'adoption du format PDF peut nous aider à simplifier les flux ? Le PDF est partout, et dans certaines entreprises, son traitement est de l'ordre du milliard de documents. Sa force est qu'il peut être ouvert et lu par n'importe quel appareil gratuitement. Sa faiblesse, c'est qu'il est perçu comme immuable, à tel point que pas plus tard que cette semaine, un PDF a fait les gros titres lors de la campagne présidentielle américaine. Le New York Post a révélé le PDF d'un email de Hunter Biden, donc le fils du candidat Joe Biden, qui prouverait ses liens avec l'Ukraine. Donc au-delà du débat sur le fond de l'article et l'authenticité du document, deux choses viennent à l'esprit. Le format du document choisi n'est pas un hasard. Donc dans l'inconscient collectif, si on peut aller jusque-là, un PDF n'est pas modifiable. Il ne peut donc pas être falsifié. Donc quiconque a décidé d'utiliser le fichier PDF comme preuve a choisi de tirer parti de la confiance que les utilisateurs accordent généralement à cette technologie. Il est courant de constater que les utilisateurs finaux pensent que les documents PDF sont difficiles à falsifier ou qu'ils ne sont pas modifiables. Ni l'un ni l'autre n'est vrai, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc le PDF est normalisé, notamment par l'ISO, qui a été fondée en 1947 à Genève, et qui comporte aujourd'hui plus de 22 000 normes dans 165 pays membres. Donc le membre de l'ISO en France, c'est l'AFNOR. Et donc quels sont les bénéfices des normes ISO pour les formats ? Donc c'est l'interopérabilité, puisqu'un document enregistré dans un format ouvert sera indépendant du logiciel utilisé pour le créer, ou le modifier, ou le lire, ou l'imprimer. Donc c'est un critère qui est très important, notamment dans le secteur public. Ensuite, l'ISO garantit une excellente documentation, puisqu'un effort est fait sur le langage utilisé afin que la spécification soit la plus claire possible pour tous. L'ISO est gage de confiance, puisque les autorités de réglementation et les autorités publiques comptent sur les normes ISO pour étayer leur réglementation, sachant qu'elles disposent ainsi d'une base solide, puisque les normes ont été établies avec le concours d'experts.
Et avec l'ISO, nous avons une garantie de suivi et d'évolution dans le temps, puisque les commissions sur chaque projet se rencontrent plusieurs fois par an, et les normes sont révisées dans le temps avec la sortie des nouvelles versions. Donc les normes ISO pour le PDF. Donc on voit que ce n'est pas le format PDF classique qui a été standardisé en premier, et qu'il n'y a pas un PDF unique, mais bien plusieurs. Donc en 2001, on a le PDF-X pour l'impression qui a été normalisé, en 2005, le PDF pour l'archivage à long terme, en 2008, le PDF pour l'industrie, donc le PDF-E, et le PDF tel qu'on le connaît, le 1.7, la version 1.7. En 2010, nous avons encore une norme PDF pour l'impression. En 2012, le PDF accessible. Et en 2017-2018, le PDF 2.0. Dans les nouveautés, donc le PDF Raster, PDF-R, vient juste d'être normalisé cet été. Donc certains ont peut-être suivi le webinaire du 5 octobre sur ce nouveau format. Le PDF Raster, donc c'est une norme pour le stockage, le transport et l'échange de documents numérisés. Il est beaucoup plus simple à générer et à interpréter, ce qui lui permet de remplacer les formats comme le TIFF et le JPEG en sortie de scanner. Et avec donc on a une prochaine mise à jour du PDF 2.0 donc qui va sortir. Et avec ça, c'est toute une série d'autres normes qui vont être améliorées en cascade. Donc pour ce qui est du domaine de l'impression, on a donc deux normes ISO, le PDF-X et le PDF-VT. Donc le PDF-X, donc c'est l'échange de données digitales pour la phase pré-presse. Il comporte plusieurs versions, là encore. Le 1A qui stipule qu'un fichier PDF doit contenir toutes les informations nécessaires à l'impression, ni plus ni moins. Ensuite, on a eu la version 3 avec le support des couleurs, puis la version 2, donc après la version 3, qui donne la possibilité de ne pas inclure toutes les informations pour l'impression. Ensuite, dans la version 4, le support de la transparence, et dans la version 5, des fonctionnalités qui rendent le format encore plus flexible. Donc la version 6 du PDF-X va bientôt sortir, un peu plus tard que prévu, mais elle a été recommencée de zéro et retravaillée. Donc pour le PDF VT, donc c'est le PDF pour les données variables et l'impression transactionnelle. Donc impression à données variables, qu'est-ce que c'est? C'est l'impression personnalisée. Et l'impression transactionnelle, donc c'est tout ce qui est pour les contrats et les factures. Donc le PDF VT est basé en grande partie sur le PDF X, donc les versions 4 et 5, notamment pour la gestion de la transparence. Ensuite, pour le domaine de l'industrie, donc il existe, peut-être que vous le connaissez, le PDF E, donc E pour Engineering. C'est le format de prédilection pour l'architecture, la géographie, la géolocalisation et l'ingénierie. Son but, c'est de réduire les coûts liés à l'archivage papier et de faciliter les échanges de documentation. Donc ses principales fonctionnalités, c'est l'incorporation des données 3D, l'encryption et la signature électronique. Mais au final, c'est un format qui a été assez peu suivi. Donc ces deux principaux avantages, le support de la 3D et la signature électronique, sont déjà présents dans d'autres formats, comme le PDF 2.0 et le PDF-A. Et donc il a été décidé d'abandonner le PDF-E au profit de la prochaine version du PDF-A qui va sortir, donc qui est la version 4. Donc cet été, la PDF Association a publié un document sur l'utilisation du PDF dans l'industrie. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la bibliographie. Ensuite, le PDF fait gagner du temps grâce à l'OCR. L'OCR, donc pour la reconnaissance de caractères, est un outil indispensable donc, pour l'indexation, pour effectuer des recherches inter- ou intra-documents, ce qui est au cœur de tout système de GED. Il est indispensable pour extraire les informations, pour l'identification des données sensibles pour ensuite les supprimer, pour l'automatisation, pour l'édition, mais aussi pour la synthèse vocale. Un bon outil d'OCR doit avoir certaines options qui sont vraiment nécessaires, notamment la recherche dans les mises en page complexes avec des textes d'orientation différentes, des textes dans les graphiques, dans des tableaux. La recherche contextualisée aussi est très importante pour pas se tromper de mots, notamment qu'on veut supprimer. Et aussi le respect de la casse et la recherche de mots par mot entier ou par partie de mots. Après, il faut savoir que l'OCR, ce n'est pas seulement la reconnaissance de caractères alphanumériques, c'est aussi la reconnaissance de tout un ensemble de symboles et d'éléments.
On a par exemple le MICR, donc qui est le Magnetic Ink Character Recognition. C'est une technologie d'encodage standardisée dans le secteur bancaire, utilisée principalement pour les chèques. On a aussi le MRZ, donc qui signifie Machine Readable Zone, qui se trouve sur les passeports et les visas, et qui utilise une police de caractères appelée OCRB et un nombre spécifique de caractères, de symboles et de lignes. On a aussi l'OMR, Optical Mark Recognition, qui aide à détecter le contenu d'une case à cocher, d'une zone de remplissage, d'un formulaire d'examen à choix multiples. Et l'ADR, donc Automatic Document Recognition, pour reconnaître notamment les factures, les chèques, les formulaires, les commandes, les bons de livraison, tout type de documents structurés. Donc le PDF facilite la collaboration, notamment grâce à l'emploi et à l'usage des formulaires. Puisqu'il a été le tout premier format électronique à proposer des formulaires avec la version 1.2 qui a été utilisée par l'IRS, donc qui est le service des impôts américain, dès 1995. Puis le HTML est arrivé et on a souvent beaucoup préféré utiliser des formulaires sur HTML plutôt que sur PDF, notamment à cause de l'adaptation à la taille des écrans. Et pour cela, donc il y a un groupe de travail à la PDF Association qui est là pour améliorer justement le support des formulaires responsive et pour regagner un peu l'avance que le HTML a pris à ce niveau-là. Aussi, il faut savoir que donc le PDF utilisait un format de formulaire qui s'appelle le XFA, qui était assez problématique et ce format-là a été exclu de la version 2.0. Ensuite, toujours dans l'aspect collaboratif, nous avons les annotations, la gestion des annotations. Donc là encore, il y a un modèle standardisé pour les annotations qui sont entièrement personnalisables, et deux formats, donc le FDF et le XFDF, pour faciliter la communication avec un serveur et notamment faciliter la collaboration dans le cloud. Après aussi, on a dans le support des annotations la gestion des fichiers multimédia. Et notamment dans le PDF 2.0, on a l'introduction des annotations Rich Media pour la vidéo, l'audio et d'autres types d'animations. Au niveau de la sécurité, donc nous avons la signature électronique. Il existe 3 types de signature électronique au niveau européen: simple, avancée et qualifiée. Donc la signature simple, elle est adaptée aux actes de tous les jours ou à ceux qui ont de faibles conséquences juridiques ou financières. La signature avancée qui inclut l'utilisation d'un certificat, et la signature qualifiée qui est généralement utilisée pour les actes authentiques, pour les notaires, les avocats, etc. Et là, une autorité de certification agréée par le gouvernement doit vérifier et valider l'identité du signataire. Dans tous les cas, les objectifs de la signature électronique sont l'intégrité, donc l'assurance que le document n'a pas été modifié quelque part, l'authenticité, qui est l'assurance que le signataire du document est bien celui que nous pensons être, et non quelqu'un d'autre, et la non-répudiation, qui est l'assurance que le signataire ne peut pas refuser sa signature. Donc pour ce qui est de la spécification PDF, la sécurité du processus de signature électronique est assurée par la cryptographie asymétrique, donc clé publique, clé privée, l'algorithme de hachage SHA-256 et l'horodatage. Toujours au niveau de la sécurité, on a l'encryption. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout pour l'aspect collaboratif dans la gestion des fichiers sensibles, avec la gestion des droits et des permissions. On peut donner des droits pour l'impression, la modification, la copie d'éléments, etc. Et dans ces cas-là, le PDF utilise en majorité 2 algorithmes de cryptage, donc le RC4 et l'AES. Donc le RC4 128 bits à partir du PDF 1.5. Donc le RC4 a un chiffrement de flux symétrique, donc c'est-à-dire que le même algorithme peut être utilisé pour chiffrer et déchiffrer, mais suite à des multiples vulnérabilités, il est devenu moins sécurisé et il est même rendu obsolète dans la version 2.0. Donc il a été remplacé par l'AES, donc qui est une norme de cryptage avancée. C'est aussi un algorithme à clé symétrique, mais il est le seul chiffrement accessible au public qui est approuvé notamment par la NSA pour des informations top secrètes. Et enfin, au niveau de la sécurité, on a ce que j'appelle la rédaction, qui est en fait la suppression définitive des données d'un document électronique.
En anglais, on appelle ça donc la PDF Redaction, et la Bifur en français. Donc c'est un outil de sécurité indispensable et nécessaire pour toutes les entreprises qui utilisent des données personnelles ou sensibles, c'est-à-dire toutes les entreprises. Et un fichier donc PDF contient à la fois des informations visibles, donc ce qu'on peut lire, mais aussi des informations cachées, comme les métadonnées, les pièces jointes, les signés ou autres, qu'il convient aussi de pouvoir supprimer si c'est nécessaire. Donc pour cela, on utilise plusieurs techniques, donc les annotations de rédaction, qui ne sont pas de simples annotations qui masquent le texte ou l'image, mais qui détruisent véritablement les informations sous-jacentes. Donc on appelle ça les bifurs, c'est pour la partie visible, et l'assainissement ou sanitization pour la partie cachée. Donc on peut supprimer ces informations manuellement ou de manière automatique en associant des outils comme l'OCR selon les contextes d'utilisation. Donc pour plus d'informations, je vous invite bien évidemment à assister à notre webinaire de 15 heures sur ce sujet. Et si vous ne pouvez pas y assister, faites-moi signe à la fin du webinaire que je vous envoie l'enregistrement et le PowerPoint. Ensuite, donc le PDF est aussi accessible. Le PDF UA établit les exigences techniques nécessaires pour la création, la visualisation et les logiciels de technologie d'assistance pour les aveugles et les malvoyants. Il est similaire au PDF A dans le sens qu'il est balisé et adapté à l'archivage à long terme. Il améliore le service client et les relations avec les employés parce qu'il est facteur d'inclusion. Et il réduit l'exposition aux risques et minimise l'incertitude juridique. Donc il faut savoir que, notamment aux USA et au Canada, mais ça arrive de plus en plus aussi en Europe et en France, les organismes gouvernementaux doivent fournir des documents accessibles, et les entreprises de plus de 50 personnes ont l'obligation d'avoir tout leur contenu, privé et public, accessible, donc depuis 2018 pour l'État de l'Ontario notamment, et les amendes sont très élevées et dissuasives, jusqu'à 100 000 $ par jour et par fichier non accessible. Ensuite, il faut savoir que le PDF accessible, il est utile à tous et pas uniquement aux personnes qui utilisent des technologies d'assistance, parce que l'emploi correct des balises va permettre de pouvoir réutiliser le contenu. Donc c'est le principe du reflow ou du PDF responsive, donc le contenu qui s'adapte à la taille de l'écran. On est encore au début de ce chapitre dans le PDF. Donc Adobe a sorti cette technologie il y a quelques semaines pour les mobiles avec son Liquid Mode. Et la PDF Association a un groupe de travail dédié à cette fonctionnalité afin de faire évoluer le format dans ce sens le plus rapidement possible. Un autre avantage des balises, elles permettent de savoir exactement de quoi on parle dans le fichier PDF, si elles sont implémentées correctement bien sûr, et donc de faciliter l'identification des données sensibles par exemple pour pouvoir les supprimer. Enfin, presque, le PDF est durable grâce à la norme ISO 19005 pour l'archivage à long terme, donc c'est le PDF A. Ces fonctionnalités clés, ce sont la recherche de texte, l'accessibilité, le support de la signature électronique, la compression et le fait qu'il peut être validé. Donc le PDF A est bien sûr un format critique pour le secteur public, la finance, la santé, l'ingénierie, à cause des contraintes légales et métiers concernant l'archivage à long terme. Et donc il y a une nouvelle version qui va arriver, la version A4, qui est basée sur le PDF 2.0, donc qui arrive très très prochainement. Et le PDF peut aussi être écologique, si on pense bien sûr à utiliser l'hypercompression. Donc chaque fichier PDF contient un ensemble de données numériques comme des images, des polices de caractères, des profils de couleurs qui peuvent être compressés, donc jusqu'à plus de 99% dans certains cas, avec ou sans perte d'information. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux méthodes. Après, il appartient aux équipes de décider si la méthode de compression avec perte est possible dans un contexte donné, parce que ce n'est parfois pas le cas. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que le format PDF peut vous aider à simplifier la gestion des documents électroniques. On aurait pu parler d'autres sujets comme la gestion des versions avec le système des mises à jour incrémentielles ou d'autres choses encore.
Et je vous invite à regarder les nombreuses vidéos de la chaîne YouTube de la PDF Association qui a filmé la plupart des conférences passées. Donc maintenant, je vais vous présenter différentes solutions que nous développons à Orpalis pour le PDF et la gestion des documents électroniques. Nous avons différents outils adaptés à différents types d'utilisateurs, des développeurs aux utilisateurs finaux. Et notre best-seller depuis 2003, c'est le kit de développement gtpicture.net, qui comprend plus de 3000 fonctionnalités pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un document électronique, de son acquisition à l'archivage. GDPicture est à la base de tous nos autres produits et utilisé par nos clients de tout secteur dans le monde entier. C'est vraiment un SDK tout en un qui permet à la fois d'avoir des outils pour le PDF, mais aussi l'OCR, la gestion de plus de 100 formats, dont les formats Office, la reconnaissance des codes barres, l'imagerie documentaire, etc. Ensuite, nous avons DocuViewer, qui est notre kit de développement pour les applications web. On y retrouve toutes les fonctionnalités GDPicture dans un visualiseur qui facilite le travail collaboratif en temps réel. Toujours pour les développeurs, nous avons depuis cette année Passport PDF, qui est un ensemble d'API REST, toujours pour la gestion du PDF et des documents électroniques. Donc c'est un outil qui est très simple à utiliser pour intégrer des microservices directement dans vos solutions. Et vous connaissez peut-être AVPDF, qui s'adresse quant à lui à tout type de public. Donc il s'agit d'une application web gratuite avec plein d'outils pour gérer ces documents électroniques. C'est très simple d'utilisation. L'accent est mis sur la sécurité des documents. Donc chaque document traité est supprimé des serveurs au bout de 30 minutes. Mais vous pouvez aussi les effacer manuellement dès que vous avez fini. Aucune donnée n'est conservée ni accessible grâce à un système d'encryption sur plusieurs niveaux. Et contrairement à d'autres applications du même type, nous offrons des outils gratuits aussi pour les professionnels, comme la conversion en PDFA justement, la suppression d'éléments du PDF, la suppression des données sensibles, la gestion des formulaires, la conversion de formats spécifiques comme le DXF et le SVG. Et pour chaque microservice, vous trouverez l'API correspondante dans Passport PDF, la solution que je vous ai présentée juste avant. Paperscan, donc peut-être que certains connaissent déjà Paperscan, qui est un outil différent, puisque là il s'agit d'un logiciel classique de numérisation et de gestion de documents électroniques. C'est une petite suite GED que vous pouvez associer à n'importe quel type de scanner, ancien ou récent. Donc Paperscan est utilisé dans le monde entier par plusieurs millions de personnes et il est souvent cité dans le top 5 des meilleures solutions de numérisation du marché. Donc je vous engage à l'essayer, il y a bien sûr des versions gratuites qui sont disponibles. Ensuite, un outil de productivité spécifique que nous avons développé qui s'appelle PDF Reducer, donc qui s'intègre dans tout type d'application existante, qui permet de compresser les images et les fichiers PDF jusqu'à plus de 99% dans certains cas, grâce à des algorithmes de compression très avancés, notamment le MRC, la détection de couleurs, la compression des polices de caractères et autres. Donc tout ce que j'ai décrit en fait dans la partie sur l'hypercompression. Et pour une description de nos techniques de compression, je vous renvoie à la bibliographie à la fin du diaporama. Et sur le même principe que la solution précédente, nous avons un outil de productivité dédié cette fois à l'OCR. Nous travaillons depuis plus de 15 ans sur nos propres moteurs de segmentation et d'analyse pré- et post-traitement, ce qui nous permet d'avoir d'excellents résultats pour l'OCR sur des documents complexes et de mauvaise qualité. Dans la bibliographie, j'ai mis les références des documents officiels comme les normes ISO, mais aussi d'autres liens qui pourraient vous intéresser. S'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Et enfin, donc notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller dans vos différents projets de gestion de PDF et de documents électroniques. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents sites internet, sur LinkedIn ou par email. Et si vous voulez venir nous rendre visite, nous avons des bureaux dans la région toulousaine, à Toulouse et à Muret. Et si l'enregistrement a bien marché et que tout s'est déroulé correctement, nous pouvons maintenant passer aux questions. Et je pense que j'ai parlé trop vite, mais je vous remercie quand même pour votre attention.